Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cet épisode 6 des webinaires du réseau Défi Ferme, la série des webinaires qui présentent les travaux et les résultats du réseau Défi. Je suis Mathieu Babiard, chargé de l'animation, de la coordination et de la valorisation des résultats pour le réseau, pour la partie grande culture et polyculture élevage du réseau Défi Ferme. Et je m'occuperai de l'animation de ce webinaire aujourd'hui. Avant de commencer, on voulait prendre un petit instant pour rappeler à celles et ceux qui ne le connaîtraient pas ce qu'est le réseau Défi. Le réseau Défi, c'est un réseau multipartenarial qui est financé dans le cadre du plan Ecofito pour travailler sur deux missions principales. La première, c'est d'accompagner des agriculteurs et agricultrices volontaires pour travailler là-dessus dans leur démarche de réduction des produits phytosanitaires et dans une démarche de changement de pratique, de réflexion sur leurs pratiques de manière plus générale. La deuxième mission, c'est une mission de production de connaissances et de références sur le sujet des systèmes de production à bas niveau d'intrants et à bas niveau d'utilisation des produits phytosanitaires. Aujourd'hui, cette construction de connaissances et de références, elle se construit autour de deux axes et de deux façons différentes. D'abord, à partir des essais et des retours de terrain de nos collègues du réseau, et c'est entre autres ce qu'on met en valeur à travers ces webinaires, et aussi sur la collecte de données et autour de tous les itinéraires techniques des systèmes de culture du réseau. On aura l'occasion d'y revenir juste après la présentation de Thomas. À ce jour, le réseau est constitué de 2000 fermes, donc 2000 agriculteurs et agricultrices volontaires, qui sont engagés à travailler sur des pratiques économes, ou voire même qui se passent de produits phytosanitaires. Le réseau Défi compte aussi une quarantaine de projets d'expérimentation qui sont portés par des acteurs de la recherche et du développement agricole et qui testent et évaluent des systèmes de culture utilisant les produits phytosanitaires en ultime recours. Le réseau Défi est en ABC, dont on vous met le lien, c'est-à-dire métropolitain et ultramarin, et couvre l'ensemble des filières de production végétale. Donc le réseau Défi se décline en grande culture et polyculture élevage, mais aussi en viticulture, arboriculture, dans la filière de production de légumes et maraîchage, sur les filières d'horticulture et sur les filières de culture tropicale. Ce réseau rassemble l'ensemble des acteurs de la recherche et développement du monde agricole. Pour les citer rapidement, donc le réseau Défi rassemble les chambres d'agriculture, les CIVAM, le réseau bio, les instituts techniques et les organismes de recherche comme l'INRA et le CIRAD. Pour avoir tous les détails sur ce réseau, on vous met dans le chat et dans la description de la vidéo pour le replay un lien vers la page Ecofitopic qui raconte ce réseau. On en profite aussi pour vous rappeler que sur ce site Ecofitopic, vous pourrez retrouver l'ensemble des productions du réseau, donc des fiches techniques, des vidéos, des pages internet, enfin des pages web, ainsi que la synthèse qui a été rédigée à l'occasion des 10 ans du réseau et qui démontre la possibilité de réduire fortement l'utilisation de produits phytosanitaires en France. C'est en fait sur les résultats de terrain et sur les témoignages de terrain qui permettent de soutenir cette démonstration que nous revenons dans cette série de webinaires. On vous met d'ailleurs le lien de la synthèse aussi dans le chat et en description. Avant de rentrer dans le vif du sujet, encore quelques petits rappels techniques. Donc, vous pouvez poser vos questions à nos intervenants dans l'onglet, dans la rubrique Q&R. On prendra le temps d'y répondre et d'en discuter après chaque intervention. Deuxième point, nous vous rappelons que ce webinaire est enregistré et sera rediffusé. Donc, vous trouverez tous les liens qu'on vous met dans le chat, vous les trouverez dans la description de la vidéo. Et surtout, vous recevrez le lien du replay par mail si vous êtes inscrit via le formulaire. Aujourd'hui, nous souhaitions aborder une question qui est agronomiquement épineuse et qui est travaillée par plusieurs groupes dans le réseau. C'est la question de concilier la réduction des herbicides et une perturbation minimale, ou voire même la réduction du travail du sol en grande culture et en polyculture élevage. C'est un sujet qui est travaillé par beaucoup de groupes d'agriculteurs et agricultrices avec leurs animateurs et animatrices du réseau. Donc on espère que ce ne sera qu'un premier épisode sur cette thématique dans notre série des webinaires. Notre premier intervenant, Thomas, est ingénieur réseau dans le CIVAM Bio 53 en Mayenne. Thomas, je crois que tu accompagnes un groupe d'agriculteurs au profil assez varié. Même si tous sont en bio, ton groupe est constitué de polyculteurs éleveurs et d'agriculteurs céréaliers. Sur le spectre de la réduction des herbicides, avec toi, on se place dans un cadre qui est particulièrement poussé, puisque vous travaillez avec des agriculteurs en bio, si j'ai bien compris, et c'est un cas assez extrême que vous travaillez, puisque vous travaillez sur la réduction du travail du sol, ou le raisonnement du travail du sol, dans ce cadre-là. Pour consulter tous les travaux du groupe de Thomas, on vous met pareil dans le chat et en description le lien vers la page que tient un jour Thomas et sur laquelle il recense tous ses travaux. Thomas, je te laisse la main pour présenter tes travaux. Merci.
Donc bonjour à tous et à toutes. Alors je vous mets ça en présentation, hop, alors oui, c'est bon. Donc du coup, touc touc, c'est parti. Donc voilà un petit plan de l'intervention. Rapidement, je présente un petit peu, donc le sujet, c'est les TCS bio ou l'ABC. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est? On parle d'ABC, agriculture biologique de conservation, hein, pour reprendre le terme d'AC. Heu, c'est parti d'un constat, au sein du groupe, mais également bien entendu au-delà, hein, que le travail du sol pose un certain nombre de problèmes dont vous avez déjà, toutes et tous entendu parler et aussi un constat que les TCS conventionnels sont majoritairement, très très dépendantes du glyphosate et des engrais de synthèse, heu et donc du coup, c'est un peu le constat aussi de dire que souvent en agriculture biologique, il y a un fort recours au travail du sol, pour 2 principales raisons. Principalement, donc on entend souvent pour gérer les adventices, donc ce qui est très important, hein, donc que ce soit, voilà, le labour, le scalpage ou différents autres travails, mais pardon, également, pour refracturer le sol, c'est quelque chose qu'on oublie, mais nous étant dans des limons qui ont tendance à se refermer, en fait, fragmenter, fissurer le sol pour y réapporter de l'oxygène, de la minéralisation, une exploration racinaire et de la création de nitrates, par exemple, en sortie hiver, des choses comme ça, c'est aussi très important. Donc voilà les 2 grosses raisons qui font que travailler le sol en bio est très important et qui font que du coup, moins le travailler entre guillemets, est, quelque chose d'assez difficile, quoi. Donc voilà, c'est l'objectif de l'ABC, c'est de justement de limiter ce travail du sol en l'absence d'engrais et de phyto de synthèse, quoi. Donc c'est pas facile, mais il y a de bonnes pistes. Et ce qu'on peut peut-être dire au départ, c'est aussi, que justement, on va en reparler, par la suite, mais c'est que pour nous, un mot qui est important, c'est le mot intensification végétale. Donc voilà, le fait de plus associer et cetera et que c'est quelque part plus un préalable à la réduction du travail du sol, que juste un corollaire. Donc c'est vraiment important avant, donc voilà, d'avoir des associations, des engrais verts, importants pour, justement gérer les adventices, maintenir une porosité du sol dans l'optique de réduire justement le travail du sol. Donc je vous présente maintenant le groupe. Donc le groupe, c'est un groupe défi, depuis 2012, hein. C'est un groupe qui a été créé il y a 15 ans, donc c'est quand même, un pas de temps important. Bon, aujourd'hui, il y a un renouvellement complet, du groupe, hein, ce qui est souvent le cas, voilà, des anciens qui partent, des jeunes qui reviennent. Il se situe sur la Mayenne et la Sarthe, donc 53-72, hein, dans les Pays de la Loire. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, dans le groupe, moi, quand je suis arrivé en 2014, il y a bientôt 10 ans, le constat, c'était plutôt à l'échec sur les TCS bio, justement, en disant que ça ne marchait pas. Et puis, depuis quelques années, c'est un sujet qui est de plus en plus devenu central, notamment du fait d'agriculteurs, justement, nouveaux qui sont rentrés dans le groupe et qui ont voulu montrer que bah, faire concilier, justement, l'agriculture de conservation et l'agriculture bio était possible. Donc c'est un groupe, d'échange donc classique des filles, hein, donc voilà avec, 5 à 7 réunions par an, chez des producteurs, avec des intervenants, en voyage d'études dans d'autres régions, avec des démonstrations, voilà, différentes choses. On peut dire qu'il y a 2 points qui sont très importants dans ce groupe-là justement, en lien avec les présentations de tout à l'heure. C'est vraiment d'apprendre à observer ces sols et particulièrement la structure des sols. Donc on utilise beaucoup un outil qui s'appelle le VE2S que certains, d'entre vous connaissent et également observer et savoir reconnaître les adventices, car justement, en fait, par exemple, au début, on se dit que le labour permet de désherber, mais en fait, quand on va plus finement dans les choses, on voit bien que le labour est bien pour, maîtriser les graminées, mais très mauvais pour gérer les dicotes, qu'on retrouve, grâce à leur TAD, qu'on retrouve plusieurs années après, quoi. Un autre point important donc, c'est de dire que, travaillant sur l'ABC et ben, on se retrouve dans une configuration où il n'existe pas aujourd'hui de fiches techniques, je dirais, faites par les organismes de développement, hein, que ce soit les chambres, les réseaux CIVAM, les réseaux GAB comme le nôtre, ou d'autres et donc en fait, il a fallu qu'on repasse et on repasse encore, hein, sur, une expérimentation, des agriculteurs, donc des essais paysans ou des expérimentations agronomiques pour venir retester des sortes d'itinéraires techniques innovants. Parce que voilà, c'est des choses qui ne sont pas forcément maîtrisées, et qui doivent être également refaites dans chaque, «territoire» entre guillemets, quoi. Donc je vous présente maintenant, 3-4 agriculteurs du groupe. Donc le premier exemple, Patrice Lefeuvre, donc 20 ans de démarche de réduction du travail du sol en bio. C'est important parce que des fois, on entend parler de personnes qui disent: «Ah voilà, je suis passé en bio il y a 1 an et puis j'ai réussi à faire une culture en non labour». Bon, donc ce qui est important, c'est aussi de voir, on sait bien qu'une dynamique adventiste notamment, ben, elle se modifie, elle se gère, sur plusieurs années, on pourrait parler de 5 ou 10 ans, des choses comme ça. Hem Donc ce qui est intéressant chez Patrice, donc, c'est qu'il y a 20 ans, en fait, de non-labour en bio, à peu près, hein.
Donc bovin lait, une rotation très prairiale. Et voici donc sa rotation. Vous aurez l'occasion, hein, de la regarder en détail dans le replay si vous le souhaitez, je passe rapidement. Ce qui est intéressant, c'est les chiffres en rouge. Vous voyez que sur quasiment toute sa rotation, Patrice, arrive à être plutôt sur du scalpage, 2-3 centimètres, excepté pour l'implantation de la févrole où il y a un travail du sol à 8 centimètres. Donc on est bien sur une rotation en non-labour et en travail du sol, je dirais, on n'est pas sur du SD complet, loin de là, mais on est sur, on pourrait dire du scalpage, voilà, avec, sur au final, 8 années, juste une année où on descend à 8 centimètres, ce qui est assez faible au final comme travail du sol. Donc la conclusion de Patrice, après quand même de nombreuses années de recul, c'est de dire que le non-labour et les TCS bio sont possibles dans son système, donc depuis un temps conséquent. Mais cependant, il précise bien qu'il demeure des questions. Voilà, il n'est pas tout à fait satisfait, par exemple, du nombre de scalpages auquel il a recours pour casser la prairie sans labour, par exemple, avant le blé. Voilà, il y a d'autres petites choses qui sont toujours en train de bouger, mais c'est tout de même quelque chose et un résultat déjà très intéressant qui montre que dans un système bovin avec beaucoup de prairies, eh bien, supprimer le labour et réduire grandement le travail du sol est tout à fait possible. Deuxième présentation, donc Germain Goujon. Donc là, on est sur un peu moins de prairies dans le système, ce qui est intéressant. Donc là, installation et conversion bio en 2011. Donc on est quand même sur plus de 10 ans aussi d'essais et de recul. 100 hectares de bovins viande, mais avec beaucoup de prairies naturelles. Et donc c'est une spécificité qui fait que en fait, les prairies temporaires dans le système de culture, en fait, sont assez peu nombreuses, ce qui fait qu'il y a un système un peu plus céréalier que quelqu'un qui serait en bovin viande avec beaucoup de prairies temporaires. Donc des cultures, vous voyez, maïs, blé, colza, blé févrole, orge de printemps, tournesol. Voilà, beaucoup d'essais, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions à l'échelle régionale, nationale pour Germain. Et voilà un petit peu le bilan aujourd'hui pour lui. Tournesol, maïs, colza, on est 100% TSCS, non labour. Donc souvent, il y a un travail du sol quand même qui vient ameublir un peu plus qu'un scalpage. Donc on a un actisol par exemple à 10 voire 15 centimètres, des choses comme ça. Pour ce qui est du blé févrole, maïs métaillensilé, pardon, on est à 80% de TCS. Donc voilà, c'est un peu en fonction de l'année. Comme cette année humide, par exemple, on sait bien que c'est une année où qui a vu ressortir pas mal les charrues, des choses comme ça. Mais il a réussi, par exemple, à implanter tous ses blés févroles avant l'arrivée de la pluie autour du mi-octobre, avec voilà, du scalpage ou scalpage plus une dent à 10-15 centimètres. Et puis l'orge de printemps qui est faite en labour pour justement arriver à attaquer les semis assez tôt dans des terres séchantes, quoi. Et un semis, direct qui existe, mais qui est plus, je dirais, voilà, opportuniste fréquent. C'est-à-dire qu'il est fréquent, hein, mais il y a pas une règle, c'est vraiment du cas par cas en fonction des adventices et en fonction justement en fonction aussi de la structure du sol. Donc on ne peut pas dire que tous les blés févroles sont implantés par exemple en semis direct, quoi. Donc maintenant Philippe Béton, là on arrive à un système qui est encore moins de prairies. Donc tout à l'heure, on aurait dit un système moite-moite à peu près, voire un peu plus de culture. Là, on est sur, quelqu'un qui travaille, le sujet depuis 10 ans aussi à peu près, 10-15 ans, avec des porcs. Donc du coup, vous voyez bien qu'il y a beaucoup moins de prairies, donc un système quasiment que céréalier, quoi. Heu, donc lui, ce qu'il met beaucoup en avant, donc il a acheté un semoir de semis direct, hein, en l'occurrence, c'est le semoir Ecodyne, hein, et donc il met beaucoup en avant, le maintien du labour agronomique, donc un labour fait avec une charrue spéciale dite agronomique ou des chômeuses. Donc un labour peu profond, hein, qui a été prouvé, qui a été, présenté notamment par les travaux de l'ISARA de Lyon ou même, des choses intéressantes par le FIBEL, comme étant une alternative, je dirais, à un travail trop profond, mais en même temps en ayant une gestion des adventices et une gestion de la structure du sol assez pertinente en bio, quoi. Donc je vous mets la rotation, elle est en assez petit, hein, désolé. En gros, c'est les codes couleurs qui importent. Une rotation sur une dizaine d'années à peu près, et on voit que donc le labour agronomique est maintenu sur à peu près la moitié des intercultures, hein, donc voilà en rouge. Et puis après, on va avoir du semis direct en vert, du semis sous couvert vivant en bleu, du DTCS en gris et d'autres essais en TCS ou en semis sous couvert d'ailleurs en blanc. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore majoritairement labouré, hein, mais avec un labour qui est, je dirais, raisonné d'un point de vue vie du sol, fuel, matière organique, et cetera. Et puis en même temps, beaucoup d'essais qui continuent et qui laissent penser que peut-être que voilà, dans quelques années, Philippe arrivera à faire sauter. Là, on voit par exemple en haut ou à gauche, voilà des essais de TCS sur des carrés rouges, ce qui veut dire voilà, d'ici quelques années, on peut imaginer que là, sur les 5 carrés rouges, il y en a encore 2 voire 3 qui pourraient sauter, quoi.
Donc ce qui est intéressant, Philippe, encore une fois, dans un système céréalier, il dit que pour lui, la réduction du travail du sol, c'est possible. Effectivement, on voit bien que on n'est pas sur du semi-direct, systématique, loin de là. Il est aussi content parce qu'il parle de rendement amélioré et d'adventisme maîtrisé. Donc, du coup, agronomiquement et économiquement, c'est quelque chose de pertinent. Des fois, il met en avant et d'autres dans le groupe, font, la même remarque. Il dit que le labour agronomique reste la meilleure réduction du travail du sol dans mes terres. Pourquoi expliquer ça? C'est que des fois, il y a des gens, dans le groupe qui ont pu essayer de absolument ne pas labourer, mais en fait, si ça rendait nécessaire un très grand nombre de passages, on se disait qu'en termes de fuel, en termes de temps de travail, en termes de vie du sol, en fait, c'était pas forcément pertinent. Donc un certain nombre d'agriculteurs, pour maintenir des rendements bio, continuent à faire des labours dits agronomiques, donc peu profonds, en se disant que c'est, quelque part le moindre mal. Un point intéressant et important de Philippe, également, hein, d'autres producteurs ont vu ça, c'est conserver une bonne structure dans nos sols limons, encore une fois, qui ont tendance à se reprendre en masse, c'est parfois plus difficile que gérer les adventices. Il a observé des fois, par exemple, des févroles semées en direct avec, un salissement tout à fait correct, mais par contre un développement de la févrole, probablement dû au développement racinaire et cetera, qui était assez, déficient. Et quelque chose que aussi plusieurs membres du groupe ont mis en évidence, c'est la possibilité, en grande culture bio, assez accessible, de faire du semi-direct, par exemple sur une culture, d'automne, hein, un blé févrole, heu, pardon, derrière une culture de printemps propre. Donc typiquement, des semi-directs en fait dans des maïs, des tournesols, des chanvres ou des sarrasins s'y prêtent bien parce qu'on a un cortège de 10 cotes, adventices, annuelles de printemps et puis souvent une structure du sol plutôt, correcte, hein, avec un travail du sol au printemps, une plante qui a bien vécu au printemps et pas, un limon qui se serait refermé en fait pendant tout l'hiver. Donc, voilà, petit à petit, on commence à comprendre les possibilités de semi-direct dans nos sols en bio. Heu et maintenant donc, une présentation aussi de 2 autres producteurs du groupe. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes qui sont installées depuis moins longtemps et qui testent depuis moins longtemps l'ABC, donc moins de 5 ans. Mais, tous les 2, par le biais des participations au groupe, aux formations et cetera, et ben, ils disent que, ils sont aujourd'hui tout en non-labour et que le labour reste l'exception et donc je trouve que c'est intéressant de présenter leurs résultats parce que tous les 2 ont eu d'excellents résultats en termes de marge et de rendement, hein, donc meilleur rendement et meilleure marge du groupe en 2023. Donc ça prouve quelque part que l'ABC, même si c'est une approche évidemment technique et qui reste à développer, on est tout à fait d'accord, et bien, c'est quelque chose qui, mine de rien, avec, un petit peu d'accompagnement, est accessible, avec des bons résultats et Fabien et Damien en sont la preuve. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que, et c'est pas nous qui le disons, donc justement, 2 directeurs de recherche dans des écrits, Lionel Aleto ou Lionel Ranjard, parlent de Graal ou d'idéal de l'agriculture, hein, la combinaison de l'agriculture bio et de l'agriculture de conservation. Donc c'est bien un travail du sol minimal et on parle bien de minimal parce qu'on n'est pas, voilà, à comparer avec une agriculture de conservation en semi-direct pure conventionnelle, hein. Et c'est très important pour nous, une intensification végétale très importante. J'ai pas pu le développer aujourd'hui, mais peut-être dans les questions ou sur d'autres webinaires, vous verrez, d'autres choses. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un big bang du végétal qui est en train de se réaliser en termes justement d'engrais verts, de combinaison d'engrais verts berceaux, d'engrais verts finaux. Donc voilà, de combinaison, de végétal et de recoupement de cycles, hein. On pourrait parler de quinconce, végétal ou de recoupement spatio-temporel. Il y a vraiment des choses, très intéressantes, quoi. Heu, donc effectivement, c'est pas du SMI, direct systématique. Et justement, voilà, bon, je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, je trouve, d'un point de vue agronomique, en parlant de défis, hein, c'est qu'on rentre vraiment dans la reconception, hein. Dans défi, on parle d'efficience, substitution, reconception vis-à-vis des systèmes de culture et notamment des phytos et donc là, on est vraiment dans des systèmes bio qui doivent se reconcevoir et on se dit qu'il y a peut-être des systèmes en grande culture bio qui ont échoué à faire de l'ABC parce qu'ils n'étaient pas assez reconçus d'un point de vue végétal, quoi. Donc à venir en 2024, beaucoup de synthèses et des bilans, statistiques et technico-économiques sur ce sujet-là de l'ABC au sein du groupe, sur, 8 campagnes à peu près. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Merci à toi Thomas. Vous pouvez retrouver une autre présentation en fait des travaux de Thomas dans sa vidéo qu'il a produit sur les TCS bio en grande culture 8 ans d'essai en ABC, dont on vous met le lien dans le chat et en description.
Comme vous le savez, on aime bien, dans ces webinaires, faire un petit parallèle entre les résultats locaux et de terrain qui sont présentés et les grandes tendances qu'on observe dans le réseau. Thomas a notamment soulevé un point, c'est celui de réfléchir la maîtrise des adventices avec du travail du sol, donc sans herbicide, tout en limitant son temps de passage, son temps de travail, sa consommation de fuel et quelque part aussi ce qui ressort aussi souvent dans la littérature agronomique, donc en fait c'est les coûts de mécanisation. À ce sujet, on vous propose une petite analyse des résultats du réseau. On vous propose une petite analyse des résultats du réseau. La question que je me suis posée, c'est je me suis centré en fait sur le maïs fourrage, puisqu'en fait c'est une culture pour laquelle le désherbage mécanique a été vraiment travaillé par beaucoup de groupes dans le réseau et donc sur lequel il y a un petit recul. La question c'était de se demander est-ce que finalement réduction des herbicides, voire suppression des herbicides, est-ce qu'on arrive à une augmentation des coûts de mécanisation? Pour ça, j'ai sélectionné un cas un petit peu extrême, c'est le cas des systèmes qui ont converti leur maïs en tout mécanique. Heu, pour ces systèmes, je voudrais mener une analyse sur les études, sur les paramètres, de performance économique et j'en arrive à 22 systèmes du réseau qui présentent des données en quantité et en qualité suffisantes pour me permettre de mener cette analyse. Si À l'échelle de la culture, évidemment, c'est ce que souligne régulièrement la littérature agronomique, un itinéraire de culture en culture sarclée de printemps, qui est conduit en désherbage tout mécanique, donc sans désherbage, consomme forcément plus de passages mécaniques et augmente donc ses coûts de mécanisation. Là, c'est ce qu'on voit sur ce graphique. Les 22 systèmes qui ont transformé leur conduite du maïs d'un panachage entre chimique et mécanique à du tout mécanique, on remarque une tendance à l'augmentation dans tout le réseau des coûts de mécanisation de l'ordre de 20 à 30 euros par hectare. Pas vraiment de surprise là-dessus, mais la question qu'on peut se poser ensuite, c'est est-ce que ces coûts de mécanisation qui augmentent à l'échelle de la culture se transposent à l'échelle du système de culture? Et là, quand on regarde les coûts de mécanisation, cette fois-ci à l'échelle du système de culture, donc de la rotation, on a beaucoup de mal à dégager on n'arrive pas à dégager en fait de tendance visible. C'est-à-dire qu'on a une majorité des systèmes, c'est ce qu'on voit avec la médiane, qui arrivent à limiter, voire diminuer leur coût de mécanisation à l'échelle de la rotation. Par contre, on a des trajectoires très très hétérogènes et on a des systèmes qui vont aussi exploser leur coût de mécanisation. Ces trajectoires sont en fait très dépendantes des stratégies qu'on a sur les systèmes de culture. Il y a des systèmes de culture qui augmentent leur part de prairies, qui augmentent leur part de mélange fourragers ou qui revoient leur stratégie globale de travail du sol. Et donc dans ces cas-là, on constate effectivement une diminution des coûts de mécanisation malgré une augmentation des coûts de mécanisation à l'échelle de la culture du maïs. En fait, ce qui apparaît, c'est que cette gestion des coûts de mécanisation et du travail du sol à l'échelle de la rotation, elle apparaît comme une conséquence plus que comme une volonté première. C'est-à-dire qu'une fois que le système a été reconçu, comme le disait Thomas tout à l'heure, avec une part de maïs potentiellement moins importante, eh ben, oui, là, c'est possible en termes de coûts de mécanisation, mais aussi en termes de temps de travail et de fuel, c'est possible de se permettre de gérer une culture sans herbicide en désherbage tout mécanique parce qu'on a reconstruit l'assolement. C'est ce qu'on voit en conclusion. À l'échelle de la culture, on observe une augmentation des coûts de mécanisation lorsque le désherbage mécanique devient systématique. Cette augmentation des coûts de mécanisation, par contre, sur la culture, ne se transpose pas forcément à l'échelle des coûts de mécanisation sur l'assolement. C'est en fait tout ça pour dire quoi? L'objectif, c'était simplement de dire que les résultats que Thomas a travaillé à l'échelle de son groupe, c'est quelque chose qu'on observe complètement dans les tendances macroscopiques à l'échelle du réseau défi. Ce petit aparté vous permettait juste de poser vos questions dans l'onglet Q&R et je vois qu'on a déjà 2 questions pour toi Thomas. La première question: «Bonjour, quel modèle de charrue agronomique est utilisé dans le second système présenté?» Donc tu nous en as parlé un petit peu et c'est vrai que c'est des discussions qu'on a souvent. Qu'est-ce que tu appelles le labour agronomique, la charrue agronomique? Tu as coupé ton micro je crois Thomas. Effectivement. Donc je dis, c'était peut-être plutôt dans le troisième système présenté, Philippe Béton. Faudrait on pourrait en parler très longtemps et en plus, bah, j'ai mes limites parce que je suis pas moi-même agriculteur. Ce que je peux observer, Philippe Béton, il utilise plutôt, je me souviens plus du nom de la marque, mais c'est un modèle, qui a des petits versoirs vraiment, plutôt plein de donc justement plein d'éléments et moi ce que j'ai l'impression on a fait une démonstration d'une Damblon. Non, pardon, du Novlac et justement, on a une vidéo sur YouTube là-dessus, hein, de démo, qui est groupée avec la le lien que vous allez avoir là
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a un peu de tout dans les charrues, agronomiques et je trouve qu'il y a des charrues qui font un retournement vraiment de qualité et d'autres qui font un travail de déchômeur et du coup, on se pose la question: «Est-ce qu'il vaut le ça vaut le coup d'acheter une charrue déchômeuse qui fait un travail de déchômeur alors qu'il y a déjà un déchômeur sur la ferme ou dans la CUMA?» Alors que vraiment une charrue avec un versoir assez important comme justement l'Auvergne ou la Damblon me semble être vraiment intéressante parce qu'elles sont polyvalentes. Après, je sais qu'il y a eu aussi des travaux de fait justement par le Fievel et Maurice Clair, hein, moi j'aime bien ces travaux, je sais qu'il y a une vidéo aussi de leur part qui est en ligne où ils comparent plusieurs charrues et ils concluent en disant qu'une bonne charrue classique, bien réglée, bien réglable, et ben, en fait, peut faire un labour de type 18 centimètres sans problème, quoi. Donc, du coup, c'est un sujet intéressant, mais qui fait que, bah, en fait, au final, peut-être que dans beaucoup de CUMA ou beaucoup de lieux, il y a les outils qui pourraient être bien réglés et faire des labours qu'on dirait agronomiques, qui seraient en fait des labours peu profonds, hein, tout simplement. Après, il y a la question de dresser, coucher, rasette et cetera aussi, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On a une deuxième question. Quelle est la situation de départ au niveau des adventices? Donc c'est vrai que là, tu présentes une gestion des adventices en tout mécanique, mais on peut se dire que c'est peut-être des parcelles qui en avaient peu au départ, peut-être qu'il y a un salissement qui augmente. Donc quelles adventices sont présentes? Combien d'adventices au mètre carré? Voilà, pour les systèmes en bio. Donc c'est une question très intéressante. Alors j'ai pas forcément de chiffre de départ parce qu'il y a 20 ans, je passais mon collège. Et du coup, mais ce qui est intéressant de voir alors, on va aller justement sur des choses plus, je dirais, là on est sur du ressenti qualitatif des producteurs, hein, pas encore sur des chiffres et des notations, mais on est en train d'aller sur des chiffres justement de structure du sol, de nombre d'adventices et de tech éco. Ce que je trouve intéressant, c'est en tout cas qu'en arrivant dans le groupe, il y avait vraiment des cortèges d'adventices classiques, des gens qui vont labourer et en grande culture bio, donc du coup du rumex, du coquelicot, du moutardier, de la vesse, voilà, des dicotes principalement à TAD assez faible et du coup aussi avec l'exception quand même notable de la folle avoine, comme vous savez, qui est capable de germer même au fond du labour à 20 centimètres. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que je vois que là, les producteurs qui partent là-dessus, et ben, en fait, ils ont une modification du cortège adventice, mais qui était prévisible, vers, le cortège qu'ont plutôt, bah, les gens en TCS, conventionnel, hein. C'est-à-dire, un peu plus de raigras quand même, mais justement, c'est là où la rotation et par exemple une culture, de printemps, biné, même si elle est pas labourée, un maïs, un tournesol ou quoi, permet, d'assez bien gérer un raigra, quand il n'est pas en trop grande quantité. En tout cas, ce que j'insiste aussi, c'est que je suis vraiment dans un groupe, il y a des gens qui vont tenter à faire de l'ABC coûte que coûte, j'ai envie de dire et nous, on est dans un groupe qui tente de faire ça, mais jamais au détriment d'un rendement, en fait, ou d'une marge. Donc du coup, en fait, on est vraiment c'est pour ça qu'il y a un travail du sol qui est résiduel, on pourrait dire, qui est quand même conséquent, hein. On n'est pas du tout justement dans du semi-direct, mais parce que justement ces producteurs sont vraiment step by step, tranquillement en train de réduire le travail du sol, mais tout en voulant, maintenir, voire augmenter les rendements. Et donc, pour répondre à la question, moi j'observe pas d'augmentation des adventices flagrants et je dirais même en les observant de mieux en mieux, les adventices, ils les gèrent de mieux en mieux et aussi ils vont faire très attention aux mourons, par exemple du mois d'automne, de l'automne pardon, et du coup, bah, voilà, c'est aussi apprendre en fait quelles adventices ne sont pas gênantes et c'est pour ça que je disais, par exemple, si j'ai des kénopodes, comment dire? Dans une culture de printemps, en fait, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut labourer pour mettre ces kénopodes au fond du labour et en fait savoir qu'on va les retrouver dans 4 ans dans la prochaine culture de printemps? Ou alors faire un semi-direct en fait, de blé bio qui, on sait, ne sera pas gêné par ce kénopode et on sait que la durée de vie de la graine de kénopode, au-dessus à la surface sera plus faible que potentiellement au fond. Donc en tout cas, moi, j'observe pas de salissement et plutôt une meilleure, compétence et une meilleure appropriation de la gestion des adventices des producteurs. Merci pour ta réponse. Encore, 2 questions, mais qui se rejoignent et en fait qui traitent du matériel et de l'équipement de ton groupe. Bonjour Thomas, tu as mentionné la charrue des chômeuses et l'actisol. Est-ce que tous les agriculteurs de ton groupe ont investi dans du matériel spécifique pour passer en TCS? Donc tous tes agris en bio ont investi pour passer en TCS? Si oui, quels outils phares? Et une deuxième question sur le même thème. Beaucoup d'agriculteurs s'interrogent aussi sur le scalpage et les outils adaptés, avec certains avec des prix d'achat élevés. Quel matériel dans les groupes bio en ACS?
Je commence par la 2e question parce qu'elle est c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, l je dis disons que l'outil, phare aujourd'hui en ABC qui revient à fond, c'est le Rotavator clairement. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal d'essais de TCS Bio avec des scalpers à dents, à pas de doigts si vous voulez, pardon et du coup, je sais pas si c'est que le nombre de le taux de recouvrement était trop faible ou alors, ça fait quand même pas exactement le même boulot et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une grande mode au niveau régional, mais aussi national sur le Rotavator qui donne de bons résultats, enfin une satisfaction des producteurs. Donc effectivement après, ça pose la question aussi, un rota, ça peut prendre beaucoup de fioul, mais là, c'est l'idée vraiment d'un rota bien réglé. Je vous épargne les précisions. Il y a des, vidéos du GAP de Vendée là-dessus, hein, sur changer les pignons, bien taper, avoir des roues de jauge pour, vraiment, pas qu'ils viennent en profondeur et cetera. Mais, ce scalper me paraît quand même vraiment intéressant. Hem et sur la première question, donc est-ce qu'ils ont acheté des outils? Je dirais qu'il y a un équipement petit à petit qui se fait, mais la plupart d'entre eux, on est dans une terre où il y a beaucoup de CUMA, hein, les Pays de la Loire et donc en fait, souvent, ils ont accès à un semoir semi-direct, dans les CUMA. Mais c'est quelque chose, c'est vrai, qui peut aider. Après, globalement, pardon, moi, j'ai plutôt, justement, l'habitude de voir et de dire, du coup, que on peut se lancer dans pas mal de choses quand même a avec le matériel qu'on a sous la main. Déjà, encore une fois, mieux observer la structure du sol, mieux comprendre la biologie de ses adventices, les cycles et cetera et en fait, revoir comment on peut régler ces outils et ben, ça peut faire déjà beaucoup de boulot. Après, comme dans beaucoup de démarches, si jamais on veut, aller, approfondir, dire effectivement, un actisol ou des choses un peu particulières, des charrues des chômeuses ou des semoirs semi-directs peuvent être importants, mais je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est un préalable. En fait, il y a plein d'essais d'ailleurs qui ont montré depuis longtemps que des fois des semis à la volée, ça peut fonctionner très bien et ça coûte pas cher, quoi. Merci beaucoup Thomas. Après cette approche donc à l'échelle de la rotation avec Thomas, on souhaitait mettre en valeur une pratique plutôt une pratique unique en fait, remarquable du réseau défi, qui permet de réduire à la fois le travail du sol et à la fois l'utilisation d'herbicides, en conventionnel cette fois-ci. Pour présenter cette pratique, c'est Marc, qui est ingénieur réseau défi à la Chambre d'agriculture du Cantal, qui l'a travaillé avec son groupe d'agriculteurs, donc le groupe de la Châtaigneraie cantalienne, et qui a travaillé cette pratique particulière de semi-direct sur prairie vivante. Alors Marc, je crois que tu ne travailles qu'avec des polyculteurs éleveurs et vous travaillez surtout sur renforcer l'autonomie alimentaire de ces élevages, tout en réduisant l'utilisation de phyto. Donc pour avoir un aperçu complet de vos travaux, vous avez le lien en description et dans le chat de ta page que tu tiens à jour et sur laquelle tu publies pas mal de choses. Mais aujourd'hui, c'est votre recul en fait et vos retours d'essai qui nous intéressent sur cette technique particulière de semi-direct sur prairie vivante. Je te laisse la main pour nous présenter vos travaux. Mais merci Mathieu, bonjour à tous. Je vais vous partager du coup mon diaporama. Donc effectivement, donc Marc Péron du Cantal, je vais vous présenter une technique, alors qui est pas forcément la technique idéale, mais une technique qui est née dans le Cantal en 2017, avec un essai chez un agriculteur bio en l'occurrence, sur 2 hectares. Avant d'aller un peu plus dans le fondement du sujet, juste une petite présentation rapide du groupe. Un groupe qui date de 2011, aujourd'hui qui regroupe encore 12 agriculteurs. Certains sont historiques, d'autres sont nouveaux. Sur ces 12 agriculteurs, nous avons 4 agriculteurs bio, 4 agriculteurs historiques qui travaillent 100 en semi-direct. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces 12 agriculteurs, qu'ils soient bio ou conventionnels, souhaitent aller vers une réduction du travail du sol, qu'elle soit totale ou partielle, mais il y a vraiment cette volonté. Pour arriver à ça, et comme max de travail, on est avec des polyculteurs éleveurs. L- L'axe, on va dire, renforcer l'autonomie alimentaire, que ce soit fourrager, protéique, énergique, etc., est forcément primordial. Donc ça passe forcément par ça, avec une volonté d'améliorer la fertilité du sol et de réduction du travail du sol. Donc le semi-direct est devenu une technique un petit peu phare, on va dire, dans ce groupe-là. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, donc on est en 2017, une volonté et un besoin de renouveler des prairies. Pourquoi? On avait des prairies qui étaient fatiguées pour différentes raisons. Ce qui se faisait régulièrement, dans la majeure partie des cas, c'est un retour avec un coup de charrue, pourquoi pas,
un coup de glyphosate, pourquoi pas, pour repartir avec des prairies un peu plus productives et surtout les rentrer dans une rotation. Donc on avait une consommation qui s'est fait ressentir notamment de glyphosate. Donc en 2017, on s'est posé la question, on s'est dit on a un besoin. Il faut impérativement qu'on arrive à renouveler nos prairies sans forcément utiliser de produits phyto et notamment d'herbicides. On avait un second point pour améliorer l'autonomie fourragère des exploitations. Il nous fallait trouver un moyen d'augmenter les rendements fourragers sur les prairies peu productives et notamment au printemps. Dans le Cantal, on sait que la majeure partie des rendements va se faire au printemps avec des coupes plutôt précoces, en rubanage ou en silage. Donc, un souhait de renouveler des prairies, un souhait d'augmenter le rendement des prairies peu productives. On avait aussi un problème qu'on a toujours, qu'on a partiellement résolu, qui est de limiter le salissement hivernal de nos luzernes, on en a quand même quelques-unes en pur, et éventuellement de nos dactyles. Et tout ça, bien sûr, sans retourner le sol. Et en dernier lieu, on a donc dans le Cantal beaucoup de prairies dites permanentes, qui sont plus ou moins productives, plus ou moins denses. En tout cas, sur toutes ces prairies permanentes, on a fait un constat par différents profils de sol. On a ce qu'on appelle un feutrage racinaire qui s'est créé dans les 5-10 premiers centimètres, où on a une masse racinaire qui est assez importante, qui vient nous bloquer un petit peu l'activité microbienne dans le sol en faisant une sorte de dôme. Et l'idée, c'était de découper ce feutrage naturel, certes, mais de le découper pour forcer la prairie à mieux s'enraciner. Et ça, dans un seul but, c'était vraiment de prolonger la durée de vie des prairies et éviter de les retourner et de les détruire chimiquement ou mécaniquement. Pour entrer dans la technique même, donc on parle de semi-direct de métail fourragé, donc destination enrubanage, ensilage, sur des prairies qui sont encore vivantes, qui ne sont pas détruites, qui sont plus ou moins fatiguées, mais qui ne sont pas détruites. On a un petit recul quand même, maintenant on a 5 ans d'expérimentation qui nous ont permis de mettre en évidence 5 commandements, comme j'aime bien les appeler, mais 5 vraiment choses phares à respecter si on veut que la technique fonctionne. Déjà dans le choix des prairies, il faut bien cibler quelles prairies on veut, redynamiser. Une prairie naturelle, prairie permanente, très dense, comme on peut avoir dans différents départements, mais qui sont peu productives, celles-là ne sont pas forcément des cibles privilégiées. On a une prairie qui est certes peu productive, mais qui est encore très dense et ça va être compliqué de semer à l'intérieur. Donc nous, on est parti sur une volonté de renouveler des prairies qui étaient quand même dégradées en termes de nombre de pieds, qu'elles soient permanentes, temporaires, des vieux dactyles ou des luzernes, qu'elles soient plus ou moins récentes, mais qui se salissent un petit peu. Donc on cible bien les prairies. Ensuite, on va semer tôt. Alors, le Cantal, on va avoir des prairies qui vont être à 1200 mètres d'altitude, d'autres à 400, mais on va dire que voilà, la fenêtre de tir, on est sur du mi-septembre, fin septembre, la deuxième quinzaine de septembre. Et on privilégie le semis dans des sols frais. C'est là où ça fonctionne le mieux. Ensuite, on a fait un gros travail dans ces 5 années sur le choix des espèces. Métail, c'est connu pour la plupart des départements, pour tout le monde, mais plus ou moins intéressant d'un point de vue qualitatif. Le problème, c'est que certaines espèces, quand on va les semer dans une prairie qui est vivante, où il y a de la concurrence, ne vont pas se développer. Donc on a essayé beaucoup de choses et on a resserré le mélange aujourd'hui avec des choses qui marchent, allez, on va dire dans 95% des cas. Donc on a une base quasi systématique, seigle, triticale, avoine, en mélange ou en pur, de la veste en légumineuse. Alors, je ne l'ai pas mis parce que ça fait un petit peu débat encore sur le département. Nous, on a du mal à, enfin, on est sur un 50-50. C'est l'intégration de poids dans ces mélanges. On va dire qu'une fois sur deux, il va fonctionner. Donc, on préfère ne pas le conseiller dans la mesure où c'est quand même une semence qui vaut relativement cher. On préfère partir sur de la veste commune pour les zones plutôt basse altitude, ou veste velue qui tient mieux au froid, qui elle va plutôt être sur on va dire sur les monts. Quitte à semer, on en profite, c'est un peu le mode d'emploi qu'on donne aux agriculteurs, on en profite pour remettre quelques graines fourragères. Arrêt gras anglais ou hybride, trèfle violet, trèfle blanc. Mais ce n'est pas une obligation. Quand je vais vous parler, et ça c'est important, des résultats, après vous avoir détaillé le mode opératoire, les résultats que je vais vous montrer sont exclusivement sur le semis de métail. Simplement, quand un agriculteur va appeler une entreprise pour semer avec un semoir, etc., pour rentabiliser, on va dire, le coût du semis, on en profite pour mettre quelques graines fourragères. Mais les résultats que je vais vous présenter après ne sont que de l'implantation de métail pur sur des prairies vivantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on sème dans des prairies qui sont peut-être pas énormément denses, mais qui sont quand même vivantes. Donc il nous faut des semoirs directs
qui nous font quand même un petit peu, j'ai envie de dire, de place, qui vont nous faire de la terre fine sur la ligne de semis, qui devrait en tout cas nous permettre d'avoir une levée qui soit homogène et rapide. Des semoirs directs, on en connaît depuis des dizaines d'années, des Semeato, des grands noms d'Amérique du Sud, des Sky, des Sulky, etc., etc. Le problème, c'est qu'on est dans une prairie qui est vivante. Ces semoirs ont plutôt été développés pour du semi-direct en bio ou en conventionnel, d'ailleurs, peu importe, mais sur des chaumes de blé, par exemple. Nous, on est vraiment sur une prairie et on s'est rendu compte que ces semoirs qui étaient présents dans le Cantal ne fonctionnent pas, honnêtement, sur ces prairies. Donc, on a fait un travail avec les entreprises pour resserrer vraiment, pour avoir des démonstrations, des essais, etc., pour resserrer sur le choix du semoir. Alors, on n'est là, pas là pour promouvoir une marque, mais plutôt sur une conception de l'outil. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais ça, c'est un point qui est assez important. Et en dernier point, la fertilisation. C'est une technique qui est quand même onéreuse, on vient mettre des semences, il faut qu'on ait quand même un rendement à la fin qui soit honorable. 2 points sur la fertilisation, quantitatif, donc une soixantaine d'unités, on dit entre 45 et 60 unités. Et après, sur la forme que l'on va apporter, ça peut être de l'ammonitrate. Là où on a les meilleurs résultats, c'est avec l'emploi de lisier. On se rend compte que le métail, et je reviendrai tout à l'heure dessus, permet de favoriser la vie biologique du sol. Et quand on double avec l'effet lisier, on a vraiment un effet vie biologique du sol reboosté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important et qui joue énormément sur le rendement. Et ça, je redétaille un petit peu plus tard. Je vous ai parlé semoir. Semoir, semi-direct, souvent des matériels qui sont onéreux, voilà, plus ou moins disponibles, plus ou moins répandus, surtout sur une zone de polyculture élevage. Donc on s'est dit, bon, c'est bien beau le semi-direct, mais est-ce qu'on peut le tenter avec d'autres outils? Donc toujours pareil, en 2017, on s'est dit, on va essayer d'attaquer une prairie. Donc là, en l'occurrence, vous avez une photo sur un site expérimental de l'INRA, dans le Cantal, une prairie permanente, qui n'était pas énormément dégradée, je vous l'accorde, mais c'était une plateforme expérimentale. On a attaqué la prairie avec un combiné semoir herse rotative, un Cultimix de chez Amazon, mais n'importe quel outil peut faire l'affaire. Un déchaumeur à disque, etc., etc. L'idée, griffer le sol, on n'est pas en plein terrage, on ne veut pas retourner la terre, mais griffer le sol pour produire de la terre fine, implanter du coup ce qu'on a implanté et avoir un bon contact terre-graine et calmer un petit peu la prairie. Donc on passe le combiné, on roule et on se rend compte, donc quand on voit ça, on se dit: «Oh là là, mais on a détruit la prairie presque, est-ce qu'elle va réellement repartir?» Je vous ai mis une photo d'une autre parcelle un peu plus au sud sur le département. C'est la même parcelle sur chaque photo. J'ai fait exprès sur la photo de mettre le même arbre, on peut pas se tromper. Donc c'est une prairie permanente qui était dégradée, qu'on a travaillé avec un gros déchaumeur à disque. On a mis du métail. Ça a été fait mi-octobre. En plus, ce n'était pas forcément la bonne fenêtre de tir en termes de timing, mais on a quand même essayé. À droite, vous avez la même parcelle 15 jours après. Et on commence à distinguer les lignes de semis, mais en tout cas, la prairie s'est refait, entre guillemets, un peu la santé. Et on a toujours l'impression et peur, et c'est normal, de détruire une prairie on va dire, en la grattant, en la travaillant un petit peu. Or, nos prairies naturelles, ou voire même temporaires, sont tellement résilientes, tellement costauds, qu'elles arrivent à repartir. Alors, une sécheresse, c'est différent, mais avec un outil mécanique, elles arrivent à repartir. Et pour rassurer les agriculteurs que je vois ou que je conseille sur cette technique-là, j'ai pour l'habitude de dire, mais si un coup de déchaumeur avait vraiment permis de détruire, sur le long terme et si facilement une prairie, on n'aurait presque jamais inventé le glyphosate. Et c'est vrai que voilà, donc on a cette technique-là qui existe, elle n'est pas l'idéal et elle s'adresse aux agriculteurs qui ne sont pas forcément équipés. En tout cas, elle fonctionne. Pour recentrer plus maintenant sur le semi-direct. Là, je vous ai mis 3 types d'outils. Plus que 3 marques, c'est surtout 3 types d'outils qu'on a essayé depuis 2017. Le tout premier qu'on a essayé, c'est celui de gauche. C'est un Simtech, peu importe. En tout cas, on est sur un semoir direct à dents. Intérêt de la dent, on a une qualité sur la création de terre fine qui est inégalable. On a vraiment un très bon contact terre-graine. On a une levée qui est homogène. On a une levée qui est rapide. Donc, c'est un semoir qui fonctionne très, très bien. On va dire que tous les semoirs directs à dents fonctionnent très, très bien, en tout cas pour notre contexte. Inconvénient, c'est un semoir à dents. Quand on a des cailloux, et ben, familièrement, on peut dire que ça fait râteau et on passe beaucoup, beaucoup de temps à ramasser les cailloux. Donc, on a recentré sur des outils. Donc, on sait que ça fonctionne, ça existe, on en a dans le Cantal, mais on ne peut pas le faire sur toutes les parcelles. Ensuite, on a l'outil du milieu qui est un semoir direct à disque. La particularité, c'est qu'on a un disque dit ouvreur qui va commencer à faire de la terre fine, à ouvrir la ligne de semis.
un disque semeur derrière et une roue qui va venir refermer vraiment le sillon. Pareil, ça nous permet d'avoir un bon contact terre-graine. Celui de droite, c'est un semoir un petit peu plus polyvalent avec plusieurs trains de disques. Pareil, le fait d'avoir plusieurs trains de disques nous permet de vraiment avoir de la terre fine qui est créée sur la ligne de semis. Et jusqu'alors, les grands noms du semi direct, sur les semoirs à disque, on a un seul disque qui vient ouvrir et semer. Et c'est vrai que c'est insuffisant dans une prairie qui est encore vivante, j'insiste bien. Alors, on va passer maintenant sur la partie résultat. Donc, je vous ai dit, ça a commencé avec 2 hectares avec un agriculteur bio en 2017. Pour différentes raisons, on pourra y revenir si on a le temps, mais pour différentes raisons, on a eu une explosion vraiment de ce semis. Des OTA qui se sont équipés de semoirs directs, des CUMA, des semoirs qui sont achetés aussi en copropriété, etc. On est arrivé en 2022 à avoir plus de 3000 hectares recensés par cette technique-là. Je ne dis pas qu'on a suivi les 3000 hectares. Et d'ailleurs, il ne s'est pas fait que des choses qui ont réussi. Mais ça nous a permis d'avoir beaucoup de recul pour ce que je vais vous présenter vraiment comme résultat. Donc avec des protocoles expérimentaux qui ne sont pas toujours très, très carrés, mais les protocoles que je vais vous montrer, les résultats que je vais vous montrer sont des protocoles qui sont assez stricts et qui ont été tenus vraiment, dans ce cadre-là. Un point important avant de passer au quantitatif, un point un peu qualitatif. Donc la prairie que vous voyez à droite est une prairie qui avait été sursemée, donc avec un métail, et c'est la première prairie en fait qui a été sursemée en 2017. On a semé le métail. Bon, jusque-là, pas de souci. Et on s'est rendu compte, sortie hiver, on a eu une levée assez impressionnante de trèfle blanc. En fait, le fait de passer l'outil, d'améliorer la vie du sol, de recréer un peu de porosité, de réoxygéner un petit peu le sol, etc., et de couper les stolons de trèfle blanc, ont permis de remultiplier naturellement. Je dis bien naturellement, on n'a pas remis de semences de trèfle blanc. Ça a permis naturellement de redensifier la prairie. Et un autre point, alors je vais vous dire qu'on l'a fait exprès, mais donc sur la même parcelle en 2019, on a semé avec un outil, donc le grade plant, bref, un semoir direct, et on a laissé une bande de 3 mètres au milieu de la parcelle. Donc on a appelé ça la bande témoin. Sans vous mentir, on ne voyait pas vraiment où on passait, et on est un peu passé à côté. C'est pas plus mal, ça nous a permis de faire des mesures. On s'est équipé, nous, au niveau de la chambre, avec un pénétromètre. Concrètement, ça nous permet de mesurer la compaction, la résistance du sol, à la compaction, enfin à la pénétration, pardon. Donc on a regardé vraiment sur la partie sursemée, sur la partie de témoin, donc sur la même parcelle, au même instant, et cetera. On a vraiment une différence qui était, enfin, plus que notable, c'est vraiment à couper au couteau, et la descente racinaire du métail a permis en fait, même s'il n'y avait pas de la compaction, mais de recréer vraiment de la porosité dans le sol, de manière assez significative, et en créant cette porosité, ça a redynamisé la vie biologique, et cetera, et on se rend compte que le pénétromètre rentrait bien plus profond, d'une part, et bien plus facilement. Donc on a vraiment cet aspect-là qui était important. Donc on s'est dit, mais en plus, va peut-être y avoir un arrière-effet, parce qu'à la base, le semi-direct, je vous ai dit, c'était pour favoriser nos, nos rendements de printemps. Et on s'est rendu compte que par cette technique-là, non seulement on valorise mieux nos rendements au printemps, je vais y venir juste après, mais en plus, on joue la carte de la pérennité parce qu'on a une prairie qui, grâce à la redynamisation de la vie biologique du sol, au lever de trèfle blanc, etc., va produire beaucoup plus dans le temps et de manière durable, sans pour autant l'avoir réensemencé avec des graines fourragères. Donc, je vous invite à regarder la gauche du tableau sur 2019, donc année de semis 2019. On a regardé, donc semis automne 2019, première coupe 2020. Donc, on a regardé sur la première coupe au printemps, sur 5 parcelles qui avaient un protocole assez strict, assez carré. Moyenne d'altitude 900 mètres, peu importe. Rendement moyen des témoins, 3 tonnes 7. Bon, certains diront c'est peut-être faible, etc. Pour mettre dans le contexte, dans le Cantal 2020, sécheresse. Bon, voilà. 3 tonnes 7 au niveau du témoin. 5 tonnes au niveau de la partie sursemée, à rien qu'avec du métail. Bon, un écart donc de plus de 35 1 tonne 6 de matière sèche en plus. Donc quelque chose qui est plutôt intéressant parce que ça nous a permis d'augmenter notre productivité en première coupe. Sur les mêmes parcelles, en 2021, on a vérifié pour voir s'il y avait un second effet. Parce que le métail, on l'a ramassé au printemps 2020. En 2021, on ne devrait plus avoir de différence de rendement. Pour autant, donc les rendements avaient encore un petit peu chuté parce que ben, voilà, sécheresse à répétition, etc. Le rendement du témoin était à 2 tonnes 6. Le rendement de la partie essai, donc sursemé en 2019 par des fourrages annuels,
on avait encore 1,3 tonne de matière sèche en plus. Ça représentait 50% de productivité en plus par rapport aux témoins. Sur la seconde coupe 2021, on avait le même constat, 53% en plus. En 2022, donc sur des parcelles qui avaient été semées en 2020. Sur la parcelle en 2022, pareil, 2022 dans le Cantal, terrible sécheresse. Donc on a eu des rendements qui vraiment ont dégringolé. Donc le fourrage annuel avait été récolté, le métail avait été récolté au printemps 2021. Pour autant, en 2022, à la première coupe, on se rend compte qu'on a encore 1 tonne de matière sèche en plus sur la partie sursemée. Alors 1 tonne, vous allez dire, c'est pas beaucoup, certes, mais par rapport à la productivité qu'on avait sur ces parcelles, ça représente 75% de rendement en plus. Sur la seconde coupe 2022, on était encore à 70% de plus. En fait, ce qu'on a démontré par ces essais, ce qu'on voulait démontrer, c'était qu'en mettant rien que des fourrages annuels qui vont retravailler la structure du sol. Alors attention, il faut que le sol soit quand même, si on a une compaction terrible à 20 centimètres pour X ou X raison, les racines ne sont pas des marteaux-piqueurs. Mais quand on a besoin de renouveler une prairie, ça permet, c'est une technique qui est intéressante, qui permet, par l'implantation de fourrage annuel une seule année, de redynamiser la prairie sur le long terme. Et ce, sans la retourner, avec une productivité augmentée dès la première coupe. Donc avec un fourrage implanté à l'automne, dès la première coupe au printemps, on a une productivité qui est augmentée. Donc voilà, ce n'est pas une technique miracle, attention, mais ça fait, enfin, pour nous, ça fait partie du panel d'outils disponibles pour les agriculteurs, pour essayer de renouveler et surtout de prolonger la durée de vie des prairies pour éviter de les casser et de les remettre en rotation. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Marc. D'ailleurs, tu as construit une page internet en fait où tu recenses et où tu consignes ces résultats et que tu peux si besoin remettre à jour avec les Tout à résultats fait. d'une année sur l'autre. Vous trouverez le lien de cette page dans le chat et en description. Il y a une première question. Alors, comme je suis loin d'être un spécialiste du matériel agricole, je te laisserai aussi nous expliquer l'acronyme qui est utilisé. Sur la rotative que vous utilisez, vous la mettez à tourner. Il y a la question en fait du régime, je crois, du PDF, du régime en fait que vous Oui. utilisez pour l'air Alors, rotative. on l'a fait, classiquement 1000 tours, ça voilà. Après c'est surtout sur la vitesse, on essaye de pas aller trop rapidement. Nous, le principal problème dans le Cantal, c'est qu'on a des pierres, comme je vous ai dit, et le problème de la rotative sur des prairies qui ont des fois été peu retournées, au fil des années ou peu travaillées, on a des cailloux qui sont des fois présents un peu en surface et là, en l'occurrence, par exemple, là, ça me fait penser à l'essai que je vous ai montré. On a calé l'outil avec un caillou qui s'était coincé dans la rotative. Donc on calme plutôt la vitesse d'avancement du tracteur et la vitesse de travail plutôt que le régime de la prise de force où on est sur du classique à 1000 tours minute. Effectivement, PDF, j'avais pas l'acronyme prise de force. Ça va mieux. Merci pour tes explications, Marc. Tu as parlé d'une explosion de ces techniques dans le Cantal, et c'est vrai que quand on en discutait en préparation du webinaire, il apparaît que c'est une technique qui est essayée de façon occasionnelle et assez à la marge dans d'autres régions. Et vous avez vraiment développé cette technique dans ta région. Pourquoi en fait? Alors 2017, je vous ai dit 2 hectares, en fait, un agriculteur qui a eu l'idée et d'ailleurs je le remercie encore. Malheureusement cette technique-là qui existe 2018 dans le Cantal, 2019, 2020, 2022 et on pourrait presque dire maintenant l'automne 2023 ont été des années de sécheresse vraiment terribles. Donc on a même si on a des prairies permanentes, les prairies ont vraiment énormément souffert. Je vous ai dit que prairies abîmées, certains les remettent en rotation. Mais tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'a pas non plus envie de développer de la céréale, peut-être du maïs, et cetera. Donc, cette technique, on a beaucoup communiqué dessus, on a fait beaucoup de journées techniques et on a beaucoup communiqué au fur et à mesure où on avançait dans notre raisonnement. Donc, c'est vrai que ça a été vite récupéré, on va dire, par les agriculteurs qui ont tous un peu essayé et forcément, chacun s'est mis à faire 3-4 hectares et ça chiffre beaucoup, dans le département et j'ai envie de dire, voilà, c'est un peu à cause ou grâce, ça dépend comment on voit, des sécheresses à répétition qui ont vraiment détruit, on peut pas dire autre chose, nos prairies. Sur ces 5 années, vous rajoutez un pic de pullulation ratopier qui a pareil, maltraité vraiment nos prairies. Donc bon, voilà, je dis pas qu'il fallait repartir de zéro, mais on avait beaucoup, beaucoup à faire au niveau du renouvellement de nos prairies et beaucoup d'agriculteurs n'avaient pas cœur à l'ouvrage en prenant la charrue, retourner une prairie, même une prairie permanente, de la retourner sur l'aspect carbone. Alors sur l'aspect, bon, charge de mécanisation, l'aspect carbone, l'aspect un peu environnemental et cetera et là, c'est vrai que c'était la technique qui paraissait un peu
au départ idéale, même si elle ne l'est pas, mais un peu idéale pour renouveler les prairies. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment connu ce pic. Si on regarde une seule année, c'est vrai que par exemple 2021 où dans le Cantal a été une très, très bonne année et tant mieux, et ben, il s'est fait très, très peu de semis directs de métailles à l'automne 2021. La sécheresse 2022 est arrivée et à l'automne 2022, c'est reparti. Donc c'est vrai que maintenant, ça devient de l'occasionnel, mais on a connu vraiment une phase critique à cause des sécheresses à répétition. Merci beaucoup. Une question de Thomas, qui est notre intervenant juste avant et qui porte un petit peu presque sur la question du témoin quand on fait ces expérimentations. Toi, tu nous as parlé de la bande témoin, donc là où on lève l'outil et puis on fait rien pendant quelques mètres et donc sur une largeur d'outil au milieu du champ, on peut comparer les rendements et les pousses d'herbe et les multiplications de pieds. Là, la question de Thomas, c'est est-ce que vous avez fait ce même essai, donc en passant avec le semoir, mais sans les graines en fait, pour savoir si, parce qu'il y a des techniques comme ça qui existent en prairie pour relancer une prairie où on la griffe avec une herse particulière. Donc, est-ce Tout que à fait. vous avez essayé de mettre juste le semoir sans les graines finalement? Alors, on l'a essayé. Alors, sur le témoin, là, c'était un exemple de 3 mètres. Sinon, sur les parcelles, on fait des témoins beaucoup plus larges. Mais on l'a essayé et effectivement, on l'a notamment essayé avec le Simtech, qui est un outil à dents. Donc, un disque ouvreur et une dent, c'est sûrement le plus agressif. Et on s'est dit, voilà, ça va faire un petit peu scarificateur. Il est vrai, ça le fait. Pour autant, on n'a pas eu de résultats vraiment significatifs. En parallèle de ça, effectivement, on développe aussi des essais et là, je pense qu'on parle de la même herse. Par exemple, avec Kivoin qui a développé une herse scarificatrice, où là, on a des résultats qui sont beaucoup plus probants que par le passage d'un outil sans mettre les graines. Je ne dis pas qu'on ne continue pas à l'essayer. J'ai implanté un essai justement cet automne avec plusieurs outils qui sont passés, donc à dents et à disque, mais plusieurs outils qui sont passés à vide, enfin à plein et à côté à vide pour vraiment voir si on voit une différence. Voilà, on en voit une petite, on arrive à la chiffrer, mais statistiquement, c'est pas significatif, sauf quand on utilise vraiment des outils qui sont prévus pour, comme la herse, enfin, la herse scarificatrice Kivon, qui est une herse, il doit y en avoir d'autres. Mais par contre, ce qui est important, quand on utilise, je pense, ce genre d'outil, ou quand on veut essayer même de mettre en place un essai avec un semoir vide, il faut regarder pourquoi on le fait. Si on prend alors, on va passer maintenant sur de feutrage racinaire. Je pense que qu'on passe une heure scarificatrice ou un outil à vide, de toute façon, le problème, il n'est pas sur une scarification, le problème, il est sur une perte de pied. Par contre, sur une prairie naturelle, où on a peut-être là un chevelu racinaire qui s'est développé, c'est là où on devrait en tout cas avoir le meilleur résultat et c'est là où on a vraiment des résultats qui sont probants avec plutôt des herses qui sont adaptées. Je ne dis pas voilà, qu'on abandonne, mais pour l'instant, on a vraiment les outils qui sont plutôt spécifiques, qui se débrouillent bien mieux que les autres. Mais on continue les expérimentations pour effectivement sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Marc. On arrive au bout de l'heure qu'on s'était fixé pour ce webinaire ensemble. Merci beaucoup, Marc. Merci Thomas, donc à nos deux intervenants. Et merci à vous tous et toutes d'avoir suivi ce 6e épisode des webinaires du réseau Défi Ferme. On espère que le format et le contenu vous ont plu. On espère avoir pu répondre à un maximum de vos questions. Si on n'a pas pu répondre à certaines questions, vous pouvez trouver les contacts des deux intervenants dans leur page web qu'on a partagée dans le chat et qu'on remettra en description. Ce webinaire sera rediffusé en ligne sur YouTube, donc si vous êtes inscrit via le formulaire, vous recevrez le lien du replay par mail dans les prochaines heures ou prochains jours, et vous pourrez mettre pause sur les différents tableaux, les différents schémas pour les examiner en détail. Enfin, on vous donne rendez-vous le 11 janvier pour notre prochain webinaire sur l'introduction dans les rotations de culture à bas niveau d'intrants. Vous retrouverez de toute façon tout le programme des webinaires et tout l'historique aussi des différents replays sur leur page Ecofitopic, leur page internet Ecofitopic qui est régulièrement mise à jour. Merci à toutes et tous. Bon après-midi, bonne fin de journée et bonne fête de fin d'année à tous et toutes.